Bon, comme vous le voyez ici, le titre, la photo qui est à ma droite, hein, ce sont des beignets, les sphinx. استقبالي استعرف الخفاف. Après, dans la suite, vous allez voir des milliards de dollars que je vais mettre dans ces beignets. Bon, ces beignets sont préparés. Ils sont réels. Hein. Ils sont préparés par l'une des femmes que j'aime le plus au monde. Ces beignets ont été préparés dans le passé par l'une des femmes que j'aime le plus au monde. Pour ne pas dire celle que j'aime le plus au monde. Le quatrième redressement, c'est celui des femmes au foyer. C'est une problématique économique, sociale et culturelle ravageuse. Il y a beaucoup d'idéologie dedans, donc il faut la manipuler. J'ai dit que cette présentation est faite, je l'ai dit en introduction, sur l'angle, le prisme de l'ultralibéralisme pour montrer sa sauvagerie. Donc, en disant que, avec les hypothèses fixées, le revenu, la production des femmes est estimé à 68 milliards 573 millions 182 355 dollars US. Ça, c'est les ravages de l'ultralibéralisme. C'est un regard, bon, d'un point de vue économique, d'un point de vue macroéconomique, je suis à l'aise, je l'aborde, hein, ce n'est pas un tabou pour moi. Hein. Il n'y a aucun tabou dans ces histoires, hein, je l'aborde. Mais maintenant, il y a le côté idéologique, il y a le côté dogmatique. Aucun angle de vue, aucune approche ne me répugne en théorie. Hein, en théorie. Je peux discuter de tous les sujets, pas comme les Algériens qui nous bassinent, nous gargarisent avec la Mazerte, etc., mais incapables de se prononcer sur la Mazérité, la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, la Mazerte. Starat. Ça, les 68 milliards,5 de production des femmes au foyer disent énormément de choses. Ceux qui travaillent et qui gagnent 4 millions, 5 millions de centimes, 40 000 dinars, 50 000 dinars par mois. Ceux qui travaillent gagnent 40 000 et 50 000 dinars par mois. Et dans les hypothèses émises tout à l'heure, du salaire mensuel moyen d'une femme au foyer, sa femme, s'il est marié, gagne 2 fois plus que lui. Un peu plus de 2 fois, son double. Là. Donc ça c'est pour conduire le respect de la femme. Le respect de la femme. Et les écarts de salaire est visible dans la démographie algérienne. Les écarts de salaire en Algérie, les écarts de revenus exactement, sont très ségrégationnistes. Je vais les présenter dans la nuptialité, les mariages, et la divorcialité. Je vais en dire un mot. Maintenant, je vais revenir à quelque chose de un peu plus naturel, sur l'économie. Vous savez, bon, je dis, je suis un ricardien de l'économie, ricardiste plutôt, hein, ricardiste de l'économie. Hein. Je suis un adepte de David Ricardo à fond la caisse. David Ricardo est un libéral, pas ultra-libéral. C'est un libéral. C'est le Lounas Matoub de l'économie. Il a révolutionné l'économie et il est parti. Son ami le plus intime, c'est David Malthus. C'est le théoricien de la démographie le plus pessimiste. C'est un religieux. À l'origine, c'est un religieux qui a versé dans l'économie. David Malthus. David Ricardo. Combien ils étaient? Il était le membre d'une fratrie de 18. C'est-à-dire le papa et la maman de David Ricardo, anglais,
ont eu 18 enfants, 18. Donc, la démographie, la famille nombreuse est une ancienne tradition, très marquée par la religion. Donc, David Ricardo était un membre d'une fratrie de 18. Une star de la chanson, très connue, Céline Dion. Certains disent qu'elle a 13 frères et sœurs. D'autres sources disent qu'il y a une personne en plus, hein, c'est-à-dire que Céline Dion est d'une fratrie de 15, comme stage, canadienne. 15 frères et sœurs. Certaines disent 13 frères et sœurs, d'autres disent 14 frères et sœurs. Donc la démographie, même au Canada, avec Céline Dion qui est encore vivante. Donc ça bouge là, ça pousse. Un cas personnel, pour éviter de parler des autres que je connais. Je connais pas mal. Imam, bonjour. Imam Sokher. Imam s'est marié en 1953. Ah, Imam, ça s'est marié. Imam a épousé celui qui allait devenir mon père en 1953. Elle a eu des morts-nés, c'est-à-dire, elle avait un bébé dans son ventre. Hop, il est mort et il est sorti. Voilà. Elle a eu des enfants qui sont nés vivants, parce que une démographie, ce sont des concepts différents. Hein. Elle a eu des enfants nés vivants, qu'elle a commencé à éduquer, à élever. She starts to raise them up. Mouten, sont morts. Exemple. Parmi mes frères et sœurs que j'ai perdus, Dahman, Khaled, Rahima. Ensuite, je suis né. Qui est né? Je suis l'aîné. Pour que je survive, ma mère m'a mis une boucle d'oreille. Et après moi, nous avons eu, Ima a eu une descendance de 9 vivants. Nous sommes 9 et vivants en cours de route. Ima a perdu Samira, ma soeur. Voilà. Donc, Ima a eu 9 vivants. En tout et pour tout, Ima a eu 15 grossesses et 15 accouchements. Et qui ont donné naissance à des personnes vivantes. Et 18 grossesses. 18 grossesses. Donc, est-ce que mon père et ma mère avaient tort d'en avoir fait 9? Mon père et ma mère nous ont élevés dans une pauvreté, une très grande pauvreté. Hein. Nous étions très pauvres. Nous étions très pauvres. Donc là, en parlant maintenant de la démographie, donc le phénomène de familles nombreuses existait avant. Maintenant, parmi la descendance finale d'Ima, Ima, elle a arrêté d'enfanter là maintenant, elle est veuve. Et elle a 82 ans. 83 ans même.
Donc, il m'a dans la descendance finale. J'exclus mes deux sœurs. Mes deux sœurs parce qu'elles sont mariées. Elles sont dans leur famille respective. Donc, leurs enfants seront décomptés pour leur famille à elles. Donc, chez les garçons de ma mère, ses belles-filles, il y a moins de 9 enfants. 9 enfants. C'est-à-dire, Ima qui a fait grandir 9 enfants, se retrouve, 7 garçons, se retrouve avec des petits-fils, une descendance de ses enfants, hein, parce qu'en démographie, tout a un sens, les mots doivent être surpris. Avec de moins 9 enfants. C'est-à-dire, les 7 garçons de ma mère, tous en âge de se marier, ont produit moins d'enfants que ma mère. Donc ça, c'est maintenant l'entrée. Yémen ne connaît pas l'ultralibéralisme, Gary Becker, Easterlin, etc. Hein, mais elle connaît plutôt la religion, le poids de la société, etc. Maintenant, ça, c'est le côté direct, mon côté, disons, familial, privé, direct. Côté maintenant, côté mon père. Mon père est né en 1929. Il est décédé en 1994. Que Dieu le couvre de sa couvre tous les défunts de sa miséricorde. Combien de sœurs a eu mon père? Combien de sœurs a mon père? Une seule. Si j'ai introduit, bon, il faut penser à un ratio de masculinité. Probablement que je vais le manipuler après. Voilà. Il a une seule. Une seule sœur. J'ai une seule tante paternelle. Nassadia, puis à son âme. Nassadia, repose en paix toi aussi. Elle m'appelait Baba. Parce que je portais le prénom de son père. Je porte toujours le prénom de Jdi. C'est pour cette raison que ma tante paternelle Nassadia m'appelait Baba. Miss Baba, plus exactement. Elle m'appelait comme ça. Donc mon grand-père et ma grand-mère, Jidaninouche, n'ont eu qu'une seule fille. Pour un garçon vivant et un autre garçon. Qu'est-ce qu'il y a une régularité dans la démographie? On ne peut pas avancer d'une théorie solide. Excepté la théorie ultralibérale, qui colle très bien. Hein. Il colle très bien dans le cas de l'Algérie actuelle. Hein. La démographie actuelle satisfait donc de l'ultralibéralisme. Donc voilà un petit peu à un niveau privé. On va dire maintenant côté. Au départ, je vous ai parlé de ça. Le Sphinx. Ouais, il y a des femmes qui donnent naissance à des femmes extraordinaires, à des anges, à des merveilles, à des diamants. Alors, maintenant, ces femmes d'un côté, ces hommes d'un autre côté, peuvent se rencontrer, ils peuvent ne pas se rencontrer. Ils peuvent se rencontrer et splitter, ne pas s'entendre, se séparer. Donc maintenant, si l'union est consacrée, ça sera un divorce. Si l'union n'est pas consacrée, ce sera juste une rupture qui peut être assez dure à vivre, probablement, ou salutaire, probablement. Bon. Donc, voilà. Maintenant, puisque nous allons pas, je vais parler de la pyramide des âges.
ça va vous paraître abstrait parce que je vais tordre le cou et je vais les massacrer, je vais détruire certaines expressions dans l'air du temps, du style la population algérienne est majoritairement jeune. Ah, je vais tendre le cou à ça. Parce que les mots ont une signification. Avant de vous montrer la pyramide des âges que j'ai faite à partir des données de l'ONS, je vais vous montrer une jarre. En démographie, c'est très sérieux, c'est pas une blague là, c'est la blague. En démographie, il y a des pyramides d'âge qu'on appelle des jarres, earthenware, bien plutôt, plus exactement dans la terminologie française, vous allez trouver pyramide des âges en forme d'urne. En forme d'urne. La voici. Je vais vous montrer tout à l'heure la pyramide, du moins même, elle est là. Voici la pyramide des âges tirée à partir d'Excel, à partir des données de l'ONS. La pyramide des âges pour 2020, pour la population de 2020 en Algérie. Regardez si elle ne ressemble pas. À peu près, hein, là. Je ne dois pas casser cette jarre parce qu'elle hésite filet. Ça, elle ressemble. Un peu. On va expliquer un petit peu la jarre. La pyramide des âges avec une jarre. Nous allons supposer. Le phénomène de vie. En démographie, on dit que la mort et la naissance sont des événements non renouvelables. Quand une personne naît une et une seule fois. Une personne meurt une et une seule fois. Bon, maintenant, dans le romantisme, dans l'amour, dans la poésie, dans la littérature, on peut le tuer plusieurs fois et le faire renaître plusieurs fois. C'est pas grave ça. Mais en démographie, dans les sciences, dans la mathématique appliquée à la démographie, on dit que la naissance et la mort sont des événements non renouvelables. Tout le reste est renouvelable. La mort, la guérison, la remort, la reguérison, etc. La richesse, la pauvreté, etc. Tous ces événements-là. Les guerres, les intempéries, les événements, les phénomènes climatiques, tout ça, qui touche à la démographie, tout ça est renouvelable. Donc, pour qu'une population devienne vieille, il faut d'abord qu'elle naisse. Donc, la vieillesse est alimentée par l'enfance. Tu nais ici, tu montes, mais dans une forme dynamique. Ça, c'est transversal. Mais il faut le voir dans un côté dynamique, c'est-à-dire dans le temps. Imaginez l'année qui mange comme ça. Vous avez les années qui vont comme ça, là. Jusqu'ici. Oh, un triangle. La pyramide des âges. Donc, les enfants, les nouveau-nés qui sont ici, après une année, ils passent là. Ils passent là. Après une année, ceux qui étaient là passent là. Quand on fait année par année, donc, ils montent. Si les stocks initiaux sont importants, on va se retrouver avec cette forme de jarre. On appelle ça une urne, une pyramide des âges heurtée. Elle commence à être sérieusement heurtée. Mais toute la pyramide des âges est pleine de trous. Les trous, ce sont les décès. On peut mourir à tout âge. Donc, la pyramide d'âge se remplit par le bas d'une façon dynamique et elle perd aussi d'une façon dynamique à toutes les tranches d'âge et à toutes les années, jusqu'à la fin de la vie d'un individu. Une fois mort, il est mort. Voici le fonctionnement d'une pyramide des âges.
Ben, quand il y a beaucoup de personnes au sommet, on dit que la population vieillit par le sommet, mais aussi quand il y a très peu de personnes qui sont en bas âge, à 1 année, à 2 années d'âge, on dit qu'elle vieillit par le bas. Ça, c'est le premier tabou que je casse, hein, parce qu'on ne peut pas naître vieux. On est enfant et on commence à monter, à monter, à monter, à monter. Donc, s'il y a peu d'enfants, ici, nous aurons plus de vieux quand toutes ces personnes seront passées à cet âge. Donc, la population va vieillir par le bas et par le haut. Ça, vous allez le voir dans l'évolution des taux de croissance de la population année sur année, 6 mois sur 6 mois, si cela est possible à calculer, etc. Ou bien par période de 5 ans, 10 ans, etc. Ça, vous allez le voir, les équilibres stables et instables dont j'ai parlé avant. Bon. Donc, je remets sur ça. Donc, un dernier élément maintenant sur la démographie et les populations d'un point de vue trivial. D'un point de vue trivial, hein, il s'agit du renouvellement, pour parler après, du renouvellement des populations, de la nuptialité, le mariage et la divorcialité rapidement. Pour un exemple concret, ma fille Davia va se marier. Nous allons, qu'il s'agisse de ma fille Davia ou de mes 2 nièces aînées, actuellement étudiantes, elles vont se marier. La variable de l'âge moyen de nuptialité, l'âge moyen de maternité est très important, mais disons que je vais les taire. D'un point de vue mathématique, ils sont très importants. Maintenant, donc, ma fille Davia et mes 2 nièces vont se marier. J'imagine que ma fille, Davia, et l'une de mes nièces auront uniquement des garçons. Ils auront uniquement des garçons. Ces garçons vont se marier à leur tour. Ils auront des filles et des garçons. Donc, mes arrière-petits-enfants, les petits-enfants de ma fille et de l'une de mes nièces, qui n'ont eu que des garçons, qui ne sont que des garçons, n'auront pas de tante. N'auront pas de tante, parce que la vie à ma fille et l'une de mes nièces n'ont enfanté que des garçons. L'image parallèle, mon autre nièce n'a eu que des filles. Ses petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, n'auront pas d'oncle. Ça, c'est... Maintenant, pour qu'une femme se renouvelle, pour qu'une population se renouvelle, la théorie dit qu'il faudra 210 garçons pour 100 filles. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un indice synthétique de fécondité de 2,1. Ça, c'est la théorie qui est vérifiée. Pour être plus précis, on dit qu'il faut 105 garçons pour 100 filles. Avec les phénomènes de mortalité, on dit qu'il faudra 110 garçons pour 100 filles. Ces chiffres seront très importants et je vais vous les montrer dans des
courbe pour vous montrer la tension qu'il y aura sur le marché du mariage, de la nuptialité, les conséquences qui peuvent être dramatiques, qui sont dramatiques naturellement dans notre société à nous, algérienne, dramatiques dans le cadre de la divorcialité, dans le cas des divorces. Dans le cas des divorces. Donc, voici d'un point de vue trivial, naturel, quelques explications sur une pyramide des âges, sur le mouvement des générations, ce qu'on appelle les transitions démographiques. Maintenant, je continue, je mets le truc sur l'écran. Il y a un petit décalage ici, je préfère vous la montrer ici. Un petit décalage ici, je préfère vous la montrer sur papier. Cette fonction, c'est la fonction dite de Cook-Douglas. Fonction de production dite de Cook-Douglas. C'est l'un des modèles de production, c'est une équation parmi les équations les plus utilisées en théorie économique. Le modèle de production de Cook-Douglas. Donc cette variable, la variable L qui dit labor, le travail, c'est-à-dire l'emploi, qui est redressé par le ratio de dépendance, peut être estimé comme suit. C'est l'équation. Maintenant, je passe. Là, c'est un peu plus clair. Je préfère remettre ici. Voici l'équation, la même équation que précédemment. Y égale A, coefficient technologique, est en fonction du capital, du travail et des ressources naturelles. Les voici ici. Ça, c'est le modèle Cook-Douglas. C'est ce modèle que j'avais modifié, du moins, que j'avais suggéré en 2014 dans les impacts économiques de Tamazight. C'est-à-dire, là maintenant, on fait ressortir le travail, c'est-à-dire le ratio de dépendance démographique, et les ressources naturelles, le pétrole, le gaz, l'uranium, les terres rares, les mines de charbon de Ouadamizor, Ndgola, ou d'or à Tamanrasset. On fait le ressortir. Donc, les calculs. Bon, d'un point de vue mathématique, ils sont un peu plus difficiles à faire. Bon, c'est les optimums de premier choix, de premier rang, de deuxième rang, calcul différentiel assez important à faire, là. Il faudra. Mais maintenant que nous avons ça, nous pouvons aborder des modélisations mathématiques. Et c'est le ratio de dépendance et la libération de l'Algérie. Le ratio de dépendance démographique. Joseph Nye, que vous voyez ici, c'est un théoricien, il est né toujours vivant, il est né en 1937, etc. C'est l'un des patrons de l'institutionnalisme néolibéral. Il est membre de la trilatérale pour le compte des États-Unis. C'est le président du groupe américain au niveau de la trilatérale. Ce modèle d'équation, c'est un penseur de la CIA qui lui a donné, de perceived power equal population plus territory plus economy plus military cross strategy plus will multiplier. Donc la puissance perçue d'une nation, c'est la force de sa population, plus son territoire, plus l'économie, plus la force militaire, multipliée par la stratégie, plus la volonté. La volonté. Bien sûr, tous ces termes, il faudra les ramener dans une seule unité de mesure. Tous ces termes, il faudra les ramener dans une seule unité de mesure. Exemple ici, pas des coefficients, sans unité. Ici, il faudra les ramener, bon, actuellement, la seule unité que nous connaissions bien, c'est la valeur monétaire. L'économie, nous savons combien nous produisons. Le territoire, nous pouvons estimer combien il vaut. Les militaires, nous savons combien ils nous à travers les dépenses. La population, nous avons dit ce qu'elle vaut.
Donc, cette équation, elle montre le poids de la stratégie et de la volonté. Actuellement, en Algérie, la stratégie et la volonté sont nulles. Donc, quand on multiplie toutes ces forces, toutes ces variables par zéro, on obtient zéro. La puissance est nulle. Mais durant de la guerre de libération nationale, nous n'avions aucune idée sur le territoire. L'économie était en main des Français, population faible et aucune force militaire. Je rappelle que l'Algérie s'est libérée sans généraux. Ce sont des volontaires qui sont montés au maquis. Ce sont des civils qui sont montés au maquis. Pour des raisons d'organisation, ils ont défini des grades, commandant, colonel. D'ailleurs, lieutenant, sous-lieutenant, il y avait très peu. Capitaine, commandant. Il n'y avait pas de généraux. Mais ce sont tous des civils. Ils n'ont pas fait d'académie militaire. Hein. Ils n'ont pas fait Saint-Cyr ou West Point ou à l'académie militaire de Moscou, là. C'est la volonté et la stratégie. Il faut voir la volonté, la stratégie de ceux qui ont compensé, de ceux qui ont pensé la révolution algérienne, l'indépendance. Le ratio de dépendance démographique en Algérie était quasiment infini. Il était quasiment infini. C'est toute la population algérienne qui dépendait d'une petite frange de fonctionnaires dans l'administration française. Et ces fonctionnaires, les Algériens fonctionnaires dans l'administration française, étaient plus comptés pour la France que pour l'Algérie. Les Algériens étaient dans la débrouille. C'était une économie d'indigènes. Donc, par contre, actuellement, en Algérie, donc nous avons dit que la stratégie plus la volonté sont nulles. Donc, ces généraux sont invités à rentrer chez eux, là. Ils ont annulé la puissance de l'Algérie. Les gars qui sont à Mouradia, à la présidence de la République, doivent partir par l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. C'est pour cette raison que, je le dis et je le répète, les Algériens sont invités à maintenir l'État debout pour pouvoir organiser leur départ. Sans État et avec leur départ, ça, nous deviendrons comme le Niger, comme le Mali, comme la Guinée équatoriale, comme le Burkina Faso, comme l'Ukraine, comme la Syrie, comme le Soudan. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Les populations qui sont là vont passer ici. Un quart plutôt ici. Un quart de la population qui va passer de là à là. Un quart de la population qui va passer de là à là, à condition que cette partie-là soit suffisamment importante pour compenser celle qui passe ici, de génération en génération, c'est-à-dire, d'âge en âge. Mais maintenant, si cette quantité diminue, donc ici, elles vont diminuer, c'est-à-dire, elles vont se ramasser comme ça, elles vont se ramasser comme ça, et elles vont monter, Les populations qui sont ici vont chaque année qui va en plus, vont avoir une année d'âge en plus. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit que la population algérienne vieillit par le haut. Nous avons des 85 ans et plus. J'ignore si nous avons des centenaires, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 100 ans, et des super centenaires, ceux qui ont plus de 110 ans. Ainsi. Maintenant, plus loin, je vais montrer en plus simple, dans des courbes, les femmes et les hommes. Et voici. Dans cette couleur grise, violette, ce sont les hommes. Ici, c'est les femmes. Ici, c'est l'âge moyen. 0 ans,
3 ans, 7 ans, 12 ans, 17, 22, c'est par pas de 5. Hein, par pas de 5. Ici, vous avez les effectifs. Ici, vous avez l'âge moyen. Hein, l'âge moyen par classe d'âge. Maintenant, nous allons les déplacer. Bon, premièrement, quelques mots sur cette période. 37 à 47 ans. Dans cette période, même de 32 ans jusqu'à 47 ans, les femmes sont dites fécondes, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner naissance. Il faut préciser que ce sont les femmes qui donnent naissance et non pas les hommes. Hein. C'est très important. C'est très important. Donc, de 32 ans à 49 ans, à peu près ici, la courbe des femmes est collée à la courbe des hommes. Ici, de 37, là, dans ce segment, dans cette période de temps, dans cette période de 32 ans jusqu'à 49 ans, le nombre de femmes et d'hommes est quasiment égal. Donc, les personnes qui sont déjà mariées sont mariées. Les personnes qui ne sont pas mariées à partir de l'âge de 30 ans auront des difficultés pour trouver un homme ou une femme. Parce que une bijection mathématique. Sous le poids des conditions sociales. Tradition. Le divorce est mal vu. Une femme qui a perdu sa virginité est mal vue. Tout ça. Le marché deviendra de plus en plus serré. Quand il devient de plus en plus serré, il deviendra de plus en plus... le marché de la nuptialité, on parle de marché. Hein. Le gâteau, le kahwa, le sang, je sais pas quoi là. Tout le tralala là. De la musique rail, tout ça, tous aspects. Hein. C'est un marché. Donc, actuellement en 2020, les personnes qui ont entre 32 ans et 49 ans auront des difficultés à se marier pour les personnes célibataires. Devient très, très tendu. Si dans la tradition il est algérienne, dans l'anthropologie algérienne, il est plus facile pour un homme divorcé de se remarier, le contraire est faux. Pour une femme divorcée, il est très difficile de se remarier. Surtout si elle a des enfants. Surtout si elle a un enfant handicapé. Surtout si elle est pauvre. Ça, c'est l'ultralibéralisme, ça. Hein, qui fait ça. À moins que il y a un homme fou dingue de cette femme divorcée qui n'attend que son divorce pour l'épouser. Son premier divorce, son deuxième divorce, son troisième divorce, son cinquième divorce, son 10e divorce. Il va l'attendre pour l'épouser. Ça, est-ce que c'est de l'amour fou? Non. It's the wise love. The wisest. C'est l'amour le plus sage. Mais à condition que la femme se mette dans le crâne ça. Que se marier et divorcer, se remarier et se redivorcer, perdre son virginité, avoir un enfant, 2 enfants, même handicapé. Il faut qu'elle se dise qu'il y a toujours un homme qui m'attend. Voilà. Maintenant, nous allons revenir au plus jeune. Maintenant, ici, on va prendre les enfants de 7 ans qui sont là. C'est la majorité. Jusqu'à 17 ans. 7 ans, c'est les plus nombreux. 17 ans, ils commencent à descendre. Les 17 ans sont moins nombreux que moins nombreux que les 22 ans, que tout le reste. Non. Que les 42 ans et moins. Les 17 ans sont moins nombreux que les 42 ans et moins.
Imaginez le long de ces deux courbes, le déplacement des personnes. Les personnes vont, celles qui sont là vont partir là, celles qui sont là vont venir là, celles qui sont là vont partir dans le même état vers ici, sauf qu'ici, là, à partir de 72 ans, c'est vérifié, ce sont les femmes qui vivent plus longtemps que les hommes. Ici, chaque fois, ça va se serrer, ça va se serrer, ça va se serrer. Donc, ici, les conséquences de l'ultralibéralisme en Algérie sur le comportement social des Algériens, il va créer quoi? Dans les conditions sociologiques algériennes, il va créer des phénomènes de prostitution. Il va aggraver le phénomène de célibat. Il va augmenter le phénomène de célibat avec d'autres facteurs. L'écart d'éducation. Bien sûr, la réduction de la fécondité chez les femmes algériennes, quelque part salutaire. Parce qu'il dit qu'elles vont plus à l'école, qu'elles vont plus à l'université. D'ailleurs, il faudra vérifier l'âge de la maternité. L'âge moyen de maternité. Il est passé à 29 ans là. Ça, c'est très grave. D'un point de vue social, psychologique. C'est très grave, hein, c'est dramatique.